Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Marc Laurando avec moi. Et Marc, il est à la fois journaliste et professeur à l'Université de Montréal. Bonjour Marc. Oui, bonjour Sophie. Au départ, comme vous dites, je suis journaliste, professeur. J'ai eu d'autres carrières avant ça, mais je tiens à établir dès le départ parce que les auditeurs vont se poser la question, puisque nous avons le même nom en grande partie. Gervais Laurando, vous, moi c'est Laurando tout court, mais votre grand-père était un journaliste célèbre, André Laurando. Il était le cousin germain de mon père. Oui. Tel est le lien de parenté que nous avons. Je ne veux d'aucune manière me comparer à ce grand journaliste qu'il était, journaliste de la presse écrite principalement, mort prématurément, ça je dois le dire. Il est mort, André Rando est mort à 56 ans, si ma mémoire est fidèle, et après déjà avoir fourni une contribution immense à la connaissance du Québec, du Canada français, avoir non seulement a été une analyste, une fine plume de la presse écrite, hein, une analyste très, très pénétrant, un analyste très pénétrant de notre réalité, mais en plus, il a expérimenté les débuts de la télévision, Pays et Merveilles et tout ça. Sa carrière, je le dis tout de suite, je ne veux d'aucune manière me comparer à ce grand journaliste qui était et dont j'ai l'honneur d'être le cousin, André Levendeau. Voilà, c'est établi. C'est généreux de votre part, mais je Entrevue. sais Je que connais vous bien êtes. votre famille, tout ça. Alors, raison de plus pour que nous puissions dialoguer ensemble. Mais merci, c'est tellement généreux de votre part, là. Je vous apprécie beaucoup comme journaliste et comme cousin, comme vous le dites. Et puis, mais vous êtes aussi un fantastique journaliste, franchement. Franchement, là, la comparaison. Autre Mais chose, merci. autre chose. André a laissé une contribution immense en peu de temps. Et pour le reste, je m'abstiens d'élaborer là-dessus. Parfait. Merci. Alors, je vais passer à la première question et j'ai pas le choix vraiment de l'aborder avec vous par rapport au COVID, par rapport à ce qui se passe actuellement. J'aimerais savoir quels sont les changements qui ont dû être apportés dans votre métier de journaliste par rapport au COVID, à la pandémie. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été apportés ou peu? C'est énorme, oui, énorme changement parce que, par essence, un journaliste, c'est quelqu'un qui côtoie les gens, qui prend des informations, qui est constamment en interaction avec les autres. En tout cas, ma conception du journaliste, des journalistes de terrain, mais même d'un analyste, hein, c'est ce que plutôt le métier que j'exerce, il faut être en contact, il faut parler à des gens, il faut les voir, faut échanger. Toutes ces occasions-là ne sont plus possibles. Alors, on fait tout par vidéoconférence. J'enseigne aussi, et j'ai dû le faire pour le dernier, je dirais le dernier mois. J'ai fait 4 semaines en ligne et les examens en ligne à l'Université de Montréal, ce qui est toute une adaptation. Alors, le confinement change beaucoup de choses dans le journalisme. Il faut s'appuyer davantage sur d'autres sources, puisqu'on a moins les sources directes que l'on peut côtoyer. Alors, oui, ça change beaucoup de choses. Normalement, on n'est pas méfiant, on côtoie les gens, on les voit de près, on les interroge. Mais là, c'est une chose qu'on doit faire en étant méfiant. Et c'est pas bon. Pas. J'espère que ça ne durera pas une éternité, cette histoire. Alors, j'imagine que vous faites plus de téléphone, vous faites des contacts plus par téléphone, par visioconférence comme maintenant. Oui, ben oui, oui, tout se fait par téléphone maintenant. Quand j'ai des informations à recueillir face à des gens que je connais, auprès de qui je veux recueillir de l'information, me mettre à jour, c'est effectivement par téléphone. La communication par vidéoconférence, au fond, elle se destine à un public ou à des échanges entre 5, 6 personnes. Et c'est plus formel malgré tout que le téléphone. On dira ce qu'on voudra. Le téléphone, il y a un côté détendu. On redécouvre d'ailleurs la véritable fonction du téléphone qui n'était pas d'écrire des textos, mais de véritablement se parler. Alors, il y a ce bon côté marginal, je dois dire, au confinement, parce que cela, ça entrave le travail d'un journaliste qui, encore une fois, doit côtoyer les gens. Ça entrave aussi le travail d'un professeur parce que, comme enseignant, moi, j'aimais bien côtoyer mes étudiants, savoir qui ils étaient, les guider, recueillir leurs impressions. Tout ça, j'en suis et j'en serai privé. J'enseigne à l'automne encore.
je serais privé de l'interaction. Vous savez, enseigner, c'est inspirer. C'est pas juste donner de la matière, c'est inspirer. Et pour ça, il faut avoir les sensibilités de savoir ce que recherchent nos étudiants, où ils en sont, est-ce qu'ils progressent. Et tout ça, ça se fait souvent dans des conversations informelles, après le cours, à la pause. On n'a plus ça. Alors, il y a une perte, il y a une perte. Oui, je vous comprends parce que moi-même, j'enseigne comme professeur en francisation. Alors maintenant, on est passé par Zoom. Alors, j'ai eu les mêmes chamboulements avec la pandémie. Mais effectivement, et je trouve qu'on perd aussi cette énergie-là qu'on a avec le contact direct avec les étudiants, Oui. que c'est pas pareil. Oui, Sophie, je ne vous ai pas, je suis pas revenu sur le fait que je suis aussi documentariste, c'est-à-dire oui, que bon, j'ai fait un film sur Pierre Nadeau, sur Jean Drapeau, qui est un de mes contemporains, et qui a été également un contemporain et supporter de votre grand-père, André Laurent, à l'époque du Bloc populaire, mais une biographie de Jean Drapeau, une biographie du Parti québécois, le Parti québécois, l'affaire d'une génération, point d'interrogation. Alors, j'ai fait des documentaires et j'en avais un autre en plan qui a été retardé, notamment parce que je ne peux plus être en interaction sur le terrain avec des gens. Ça a été reporté parce que il faut se déplacer pour faire un documentaire, il faut oui. rencontrer des gens, il faut aller à des congrès, à des événements. Là, je peux plus. Alors, pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti du confinement. Vous alliez dire. Oui, mais par rapport au documentaire, là, j'imagine, là, on voit qu'il y a des tournages qui commencent à se faire cet été dans certaines institutions comme Radio-Canada. Alors, j'imagine qu'éventuellement, ça va pouvoir revenir en place pour les documentaires aussi. Oui, j'imagine aussi, mais je vous en parlerai. Je suis en train de tourner un balado je pense, va être assez important avec ma conjointe Anne-Marie Dussault, avec ma femme, en fait, un documentaire sur la crise d'octobre, qu'elle a vécu d'une manière différente de moi. On pourra en parler un peu. Présentement, à cause de mon âge, je n'entre pas dans la tour de Radio-Canada. Il faut, par OK. des astuces, se trouver un studio où j'enregistre. Il faut quand même que la qualité de voix, que ça soit de qualité. Hein. Alors, j'enregistre dans un endroit autre que la tour de Radio-Canada, à laquelle je n'ai pas accès tant que dure la pandémie. Hein. Oui. Tout se passe dans ce cas-ci, par audio, parce qu'un balado, c'est audio. Alors, mes échanges avec le réalisateur sont à distance et je n'entre pas, encore une fois, dans la tour, dans les studios de la tour où j'allais normalement de façon régulière. Et il y a un anniversaire, je crois, cette année avec la crise d'octobre. Oui, ce sont les 50 ans de la crise Oui, d'octobre. c'est ça. Oui, Et, 50 ans. et c'est pourquoi nous tournons ce balado, nous l'enregistrons. Ce qui a été, on pourra en parler, une immense recherche, c'est que nous avons découvert que Anne-Marie et moi avons un angle différent là-dessus. C'est les circonstances de la vie. On s'est rencontrés pendant la crise d'octobre. À l'occasion de la crise d'octobre, ça serait plus juste de le dire, parce que, en bref, en 1970, Anne-Marie était dans l'entourage de Pierre Laporte, qu'elle avait admiré comme journaliste. Il était au devoir, je vous fais remarquer. Grand journaliste, le vrai visage de Maurice Duplessis, celui qui a dénoncé le gaz naturel, un excellent ministre d'ailleurs, leader parlementaire, et elle était proche de lui, alors elle faisait partie de sa campagne pour le leadership du Parti libéral. Je ne vous en dis pas plus. Pour ma part, j'étais en sciences politiques. J'entrais en sciences politiques après avoir fait une formation d'avocat. J'entrais en sciences politiques j'ai fait une thèse sur les Québécois violents, en fait, le mouvement de violence politique au Québec de 63 à 70, y compris la crise d'octobre. Alors, tout ça fait que la Radio-Canada, c'est pas notre idée, c'est la leur. On pensait à nous faire un balado commun où on décrit de minute en minute ce qui s'est passé et l'interprétation qu'on donnait alors, puis l'interprétation qu'on peut donner maintenant avec 50 ans de recul. Moi, j'ai interviewé des membres des deux cellules, c'est-à-dire Paul Rose de la cellule Chénier, Jacques Cossette-Trudel et Louise Cossette-Trudel à Paris de la cellule Libération, plus Jérôme Choquette, qui était ministre de la Justice, dans le temps Bourassa, qui était premier ministre, des policiers, Don McCleary, qui a cerné la cellule Libération. Alors, avec ces connaissances-là, je vais m'écrire un livre là-dessus,
avec ces connaissances-là, il me semble qu'on peut apporter quelque chose. Une réflexion d'abord, un rappel des faits, mettons les choses dans l'ordre, un rappel des faits, une analyse, une réflexion, une meilleure compréhension de ce phénomène-là 50 ans après. Puis des faits nouveaux aussi qu'on peut peut-être mettre en lumière. Allez-vous en faire un nouveau livre? Ah, c'est pas prévu, hein, c'est intéressant. C'est pas prévu. C'est vraiment une balado. C'est quelque chose de Balado. C'est un moyen moderne de communiquer. Oui, tout à fait. Mettre là-dedans des archives, il y a du dialogue, c'est très personnalisé. Et puis, il faut que ça soit fait avec la rigueur journalistique aussi. Il faut pas que ce soit purement impressionniste. Alors, les balados sont vraiment en vogue. Il y a beaucoup de balados très, très, très intéressantes. Moi, je les présente beaucoup à mes élèves. Ah oui? L'apprentissage du français, oui. Alors, je pense que votre balado va être dans mon cours. Ah, wow. J'en serais très content et j'espère qu'il va être exemplaire en termes de français, mais c'est une période que la population immigrante n'a pas connue, que les gens de votre âge n'ont pas connu de proche, en tout cas. Et donc, il convient de revenir là-dessus. Quel sens ça avait? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça dit de nous, la crise d'octobre? Je suis sûre que ça va être vraiment intéressant. En tout cas, moi, je vais être à l'écoute, vous pouvez être certain. Et j'ai une autre question. Vous avez employé beaucoup le mot « recherche » pour votre balado. Et j'aimerais savoir la distinction, parce que les gens confondent souvent, quand j'en parle, ils confondent souvent journaliste, recherchiste, bibliothécaire. Quelle distinction faites-vous entre journaliste et recherchiste? Je vais commencer par bibliothécaire. Un bibliothécaire a la compétence pour repérer les livres, repérer les ouvrages sur un sujet, nous aider à les trouver. Nous avions autrefois ce service à Radio-Canada. Il y avait ça s'appelait le Centre de documentation, et puis il y avait aussi une grande section de livres qui, en raison nous déménageons dans un édifice plus petit, tous les livres ont été, hélas, envoyés à Ottawa. Non. Il y avait une richesse inouïe là. Non, c'est triste. Donc, comme le commun des mortels, là, je vais maintenant à la grande bibliothèque. À la grande bibliothèque et je consulte les bibliothécaires. Souvent, je leur dis, sur tel sujet, qu'est-ce que vous avez? Comment pouvez-vous m'aider? Et eux peuvent m'aider à repérer les ouvrages, parfois inconnus, parfois difficiles à trouver, qui ont été trouvés sur tel sujet. Et en plus de ça, ce qu'ils trouvent, c'est est-ce que c'est une analyse? Est-ce que c'est un simple rappel des faits? Est-ce que c'est un roman? Qu'est-ce que c'est? Alors, je participe, par exemple, à une émission qui s'appelle Aujourd'hui l'Histoire, que je fais pour Radio-Canada. C'est, entre parenthèses, une émission qui, jusqu'à tout récemment, était diffusée à 20 heures, mais très populaire en balado, pour les gens qui aiment revivre des périodes marquantes de notre histoire. Oui. Et donc, là, je fais de la recherche. Je me base bien sûr sur mes souvenirs, mais ça ne suffit pas. Ça peut être trompeur. Des fois, on pense qu'on se rappelle de telle date ou de tel fait, mais il faut objectiver aussi. Là. Il faut avoir sa propre impression, mais ce que les historiens en disent. Alors, je fais de la recherche à la grande bibliothèque, bref. Le centre de documentation de Radio-Canada, désormais, ça va être pour la presse écrite, pour les journalistes qui vont à l'antenne, et la presse écrite et la presse immédiate, je vous dirais. On veut savoir ce qui a été écrit dans le New York Times ou dans Le Monde à propos de tel sujet, hier et avant-hier, pour tel journaliste qui va à l'antenne ce soir. Hein. On est un peu plus dans l'immédiateté qu'on était autrefois. Mais pour avoir traité avec des bibliothécaires, dis-je bien, à Radio-Canada et à la grande bibliothèque au cours de cette dernière année, je trouve ça extrêmement précieux. Moi, ce qu'il me donne, c'est mon oxygène, là, littéralement. Ce qu'on appelait autrefois recherchistes, c'est maintenant, le titre a été quelque peu étendu, c'est journaliste à la recherche. Ce sont des personnes, ça existe à Radio-Canada, c'est plus informel à d'autres stations de radio pour lesquelles j'ai travaillé. Les recherchistes, c'était ce qu'on appelle des bookers, c'est-à-dire c'était les gens qui appelaient dans les bureaux, les cabinets de ministres ou les directions d'entreprise, puis invitaient des gens. Ils font du booking. Mais ça, c'est une de la recherche. C'est essentiel tout de même, c'est une partie de la recherche. Le métier de recherchiste, par opposition à bibliothécaire, c'est que là, vous êtes en contact avec un journaliste et vous devez tenir compte de l'émission que vous servez.
Vous pouvez le faire en simplement réservant les invités. Dans la radio privée, on appelle ça les bookers, dans la télé privée aussi, des gens qui sont habiles à négocier des entrevues, puis qui appellent, qui sont constamment sur le cellulaire, puis qui appellent dans les cabinets de ministres et aussi dans les directions d'entreprise et qui réservent des gens. C'est une fonction nécessaire. Mais en réalité, il y a une fonction de journaliste à la recherche, un peu comme si on avait ennobli la profession. Journaliste à la recherche, ça consiste non seulement à réserver l'invité et à négocier sa présence, mais aussi à fournir au journaliste un dossier qui peut être de 4 ou 5 pages, qui fait un état de la question. Si vous interviewez le ministre des Finances, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans les finances du Canada ces 5 derniers mois? Puis quelles sont des pistes de questions. Vous pouvez aussi suggérer à l'animateur des pistes de questions. Il ne va pas s'en tenir à ça. Là. Il va suivre son intuition. Il va tenir compte des réponses que l'invité va apporter. Mais la journaliste à la recherche, elle prévoit les angles. Mon expérience avec ces gens-là, que ce soit comme animateur, parce que je l'ai été à certaines époques, ou que ce soit comme invité, au fond, c'est un pivot important. Parce qu'elle aide, souvent elle suggère le sujet à son animateur ou animatrice, et c'est elle qui négocie avec vous, l'invité, ce que vous pouvez dire, sur quel terrain vous pouvez aller. Alors, il y a toute il faut exercer beaucoup de jugement, d'esprit de synthèse, de flair, et en même temps, ce n'est pas mauvais que le recherchiste ou la recherchiste ait un background, un arrière-plan, une formation de bibliothécaire. Je vais trahir un secret professionnel. Je pense que Stéphane Bureau a comme chef recherchiste à son émission un ancien bibliothécaire de Radio-Canada. Et c'est des fonctions, vous savez, qui sont proches. Mais journaliste à la recherche, c'est plus. J'ajouterai que beaucoup de journalistes à la recherche deviennent journalistes. Quand vous êtes journaliste, vous êtes porteur à l'antenne. Vous avez la responsabilité, vous devez faire preuve de jugement pour ne pas avoir une plainte de l'ombudsman ou autre recours. Vous devez constamment exercer votre jugement à partir de votre connaissance des faits et d'une situation qui peut changer là, à l'antenne. La personne peut dire des insanités et vous devez corriger le tir ou vous devez la mettre sur la défensive si jamais une pareille chose survient. À tout moment, vous êtes appelé à exercer votre jugement. Journaliste à l'antenne, ben là, vous êtes en relation avec des journalistes à la recherche qui vous fournissent des dossiers, qui vous informent, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous alliez plus loin. Il faut que vous apportiez votre touche personnelle. Il faut que vous exerciez votre jugement. Ça ne se passera pas comme dans le dossier que vous soumettez. Ou alors, si c'est tel quel, ça risque d'être un peu ennuyeux. Il faut qu'il y ait une part d'imprévu. C'est mon expérience, en tout cas. Il faut qu'il y ait, en plus de la recherche qui doit être bien faite, qui est fondamentale, il faut une petite part d'imprévu. Il faut être capable d'avoir de la spontanéité, oui, d'être capable d'improviser. Oui, il faut apporter du contenu. Les médias publics, Télé-Québec, Radio-Canada, ont tendance à rechercher davantage de contenu à cause de leur mandat. Ils sont responsables. La radio privée, on peut davantage jouer sur une veine populiste et puis exploiter une tendance, surfer sur la vague. Rien de tel à la télévision publique. Là. On est responsable devant l'opinion publique et devant même les autorités de l'institution de ce qu'on dit. Alors, c'est à la fois quelque chose de formidable être journaliste à l'antenne, mais aussi une grande responsabilité. J'ajoute, et je ne l'avais pas dit, que beaucoup de journalistes recherchistes deviennent des journalistes à l'antenne. C'est le cas de ma conjointe et épouse, Anne-Marie Dussault, qui a été longtemps recherchiste avant d'être elle-même animatrice à l'antenne. Et même à une autre époque, Mme Lise Payette a d'abord passé par le métier de recherchiste avant d'être... elle était animatrice, mais il y avait une dimension journalistique à ce qu'elle faisait. Alors, beaucoup font ce cheminement-là. Autrement dit, c'est pas ultra cloisonné. Là. Ah, ben, mon Dieu, le formidable Akli Abdallah, journaliste à l'antenne, qui couvre le Proche-Orient, qui est kabyle d'origine, algérien, là, et qui est un reporter de terrain extraordinaire. Et bien lui, ça a été un recherchiste pendant de longues années.
Alors, c'est pas étanche. Non, c'est ça, c'est pas étanche, mais ce qu'on retient, c'est qu'il faut énormément de contenu, tout en Oui, étant capable de pouvoir répondre de façon spontanée aux gens qu'on interviewe pour c'est laisser. ça. C'est le défi. Parce qu'il faut créer, il faut pas être mécanique, là. Il faut pas uniquement reproduire les dossiers qu'on nous a servis. Il faut, euh, il faut les assimiler, il faut les maîtriser, mais il faut en plus ajouter une petite touche personnelle. Même chez les journalistes, je dis pas parce qu'il y a des gens qui mélangent les deux, qui font de l'infotainment ou ou un mélange des genres, en quelque sorte, où information et divertissement sont mêlés. C'est pas une chose avec laquelle je suis toujours d'accord. J'ai un malaise avec ça. Je suis inconfortable avec cette idée-là. Mais même eux sont tenus à certaines normes, surtout à l'antenne de médias publics. Ils doivent apporter un contenu. S'ils ne le font pas, ben, à long terme, ils seront jugés là-dessus. Oui, c'est très important. Le Oui, oui, contenu, tout à le fait. contenu. Et je vois que vous êtes devant une bibliothèque. Oui, c'est ça, devant une bibliothèque. Et peut-être que je devance vos questions, vous me le direz, mais pendant la période de pandémie, j'ai réalisé que c'était très utile d'avoir des livres chez soi. Tout à fait. Bon, d'avoir ceux de la grande bibliothèque que j'avais, j'ai pu les garder. Ils ont extensionné, ils ont étendu nos Oui. périodes d'emprunt. Mais en plus, j'ai été appelé à faire une préface sur René Lévesque. Il y a un livre collectif qui va paraître sur René Lévesque cet automne, écrit par des personnalités comme Lucien Bouchard, Marc-André Bédard, plein de gens, là, une cinquantaine de Je vais personnalités. le mettre dans ma pile à lire. Oui, non, allez, alors, il va y avoir de l'inédit là-dedans, je suis au courant. Et ça va s'appeler René Lévesque et nous. Ah, j'étais confiné au moment où je devais rédiger un chapitre là-dessus et j'y ai passé beaucoup de temps. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que j'avais dans ma bibliothèque à peu près tout ce qu'il fallait pour vérifier les faits. À part ma mémoire, là, j'avais des rayons de bibliothèque sur René-Lévesque, donc je pouvais confirmer les faits rapidement sans avoir à me déplacer. Très commode, vraiment très commode. Ça, je peux vous dire, des fois, j'avais 5 ou 6 livres sur ma table auxquels je me référais pour vérifier une chose. Fait que vous êtes toujours passionné de livres, Oui, tout à vraiment. fait. Même chose pour la crise d'octobre. Hein. J'ai à peu près tout ce qui a été écrit là-dessus dans des rayons. Et donc, j'ai eu à le faire. J'ai rédigé pour les fins du réalisateur, de notre équipe, si vous voulez, une chronologie de la crise d'octobre, jour par jour, heure par heure. Et comment je l'ai fait? Avec des articles de journaux, bien sûr, de l'époque, mais des livres, un paquet de livres que j'ai dans ma bibliothèque auxquels j'ai un accès immédiat, ce qui facilitait beaucoup les choses. À part Internet, des fois, un livre, ça se lit mieux, c'est plus confortable. Et, vous savez, on n'est pas obligé de rouler pour aller chercher une date. On ouvre la page, c'est plus rapide. Alors, oui, j'appréciais d'avoir, pendant le confinement, je me disais, ah, c'est formidable d'avoir une bibliothèque. C'est formidable pour ça, de l'avoir à portée de main rapidement. On me demande un renseignement, 30 secondes après, j'ai le livre en main, je sais où c'est. Moi, c'est souvent quelque chose que je dis sur mes réseaux sociaux aussi, parce que je gère des réseaux Instagram et tout ça. Puis un livre, ça permet de voyager. Ça nous permet de Oui, voyager pas trop cher. Et en pandémie, bon, on préfère éviter les voyages aussi. oui, 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 oui. Puis ça permet de se concentrer. On est moins dérangé pendant la pandémie, alors on peut s'asseoir dans un coin confortable chez soi, puis lire pendant des heures et des heures. Alors, moi, c'est un des aspects du métier que j'aime encore. Et les journalistes ont à lire, et pas seulement des choses immédiates. Il faut lire des livres qui portent sur l'actualité, qui approfondissent aussi. Alors, et pour ça, il faut être disponible, il faut avoir Oui, l'esprit ouvert et il faut être en contact avec des livres tout à sur fait. la politique américaine, sur la Russie, sur une foule de choses. Il me reste deux questions à vous poser. Ça passe vite, très vite. J'ai vu que vous étiez membre de l'administration de la Fondation pour la langue française. Oui, et ça vient d'un engagement personnel. J'ai constaté que le gouvernement, il y a à peu près 2 ans, c'était dans le rapport du vérificateur général, ne faisait pas assez pour l'immigration en français, pour l'intégration, devrais-je dire, l'intégration en français des nouveaux arrivants. Et on semblait dire que certains, les observateurs comme Michel Nadeau et
d'autres disaient que ça devrait relever ça du privé, puisque l'État n'y pourvoit pas assez. Alors, dans ces conditions-là, je me suis engagé sur le conseil de la Fondation et nous avons des projets que nous soutenons et dont le but est de permettre aux nouveaux arrivants de non seulement connaître la langue, mais si c'est uniquement connaître la langue, d'ailleurs, ça va devenir purement utilitaire et occasionnel et ça risque de s'effacer. Mais qu'ils connaissent la culture, les arts, qu'ils connaissent, qu'ils s'intègrent véritablement à la culture québécoise et qu'ils y prennent goût. Pas uniquement des parties de sucre, là. C'est aimer Gaston Miron, c'est connaître et aimer les chansons de Vigneault, aller voir les spectacles que montre le TNM ou toutes sortes d'autres spectacles et les intégrer à des activités qui leur font pratiquer leur français. Alors, je fais partie de cette fondation et oui, je le fais par engagement parce que je pense que le français doit rester vivant. Notre population change. On n'est pas comme dans les années 40, 50 ou même 60 où on était tricoté serré. Là, on est tricoté plus large. Puis dans les mailles, bien, il y a des nouveaux arrivants qui doivent comprendre notre culture, la comprendre, véritablement l'assimiler, mais en même temps fournir leur propre apport. Il faut les aider pour ça. Faut leur faire comprendre ce qu'on vit, nos préoccupations, nos arts, ce dans quoi les Québécois excellent, qu'ils puissent eux aussi vibrer à une chanson de Luc Plamondon, qu'ils aiment ça. Il faut les amener à ça. Et la fondation dont je suis membre du conseil d'administration fait cet effort-là. Si vous voulez, supplée aux efforts que l'État ne fournissait plus depuis quelques années. Ils avaient été dénoncés, enfin, dénoncés, le mot est fort, mais ils avaient été un peu pointés du doigt, oui, montrés du doigt. Ils avaient, pour ne pas faire d'anglicisme, ils avaient été montrés du doigt pour avoir été inattentifs à l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, c'est le but, mon engagement, c'est ça. C'est pour faire ce que l'État ne faisait plus. Et qu'une fondation, avec son soutien en rencontrant en étudiant des projets, c'est mon rôle, étudier divers projets qu'on nous présente et qu'on approuve, aider à ce que les nouveaux arrivants aiment le français, pas juste le connaître, qu'ils aiment la culture qui l'entoure. C'est vraiment un beau projet, cette fondation, parce que comme moi, j'enseigne la francisation aux immigrants, justement, et ils n'arrêtent pas de me demander, mais où sont les Québécois? Ils veulent être en lien avec des Québécois pour apprendre le français québécois. Ils veulent vraiment s'intégrer, mais ils trouvent ça dur, surtout par le temps de la pandémie, pour rencontrer des Québécois. Ils sont cloisonnés chez eux. Fait que ça, je vous lance une perche. Peut-être qu'il y a un projet à faire à ce niveau-là. Comment faire rencontrer les immigrants, leur faire rencontrer des Québécois là, actuellement avec la pandémie, quand on sait que c'est assez restreint, là, les activités de loisirs. Mais j'ai des amis à la Fondation qui font des espèces de chaînes téléphoniques qui sont en contact avec un certain groupe d'immigrants et qui ont les mêmes besoins que vous exprimez là. Et ils se parlent au téléphone. C'est intéressant. Oui, j'ai d'ailleurs des collègues du conseil qui font ça, qui parlent à des immigrants puis, sur une base volontaire à ce moment-ci et qui leur disent, par exemple, une dame qui demande Félix Leclerc, mes enfants vont à l'école Félix Leclerc, c'est qui Félix Leclerc? Alors, la personne dit, ben, ça va être votre devoir. Regardez dans les livres, fouillez, vérifiez qui est Félix Leclerc et arrivez-moi la semaine prochaine. Si vous n'avez pas la réponse, je vais compléter votre réponse. Alors, un peu sur cette base. Une autre activité, puis dirigée par Catherine Perrin. Catherine Perrin nous a présenté un projet à la Fondation qui consiste à amener les gens au théâtre, à amener les gens au concert, puis après, ils font une session, puis ils échangent sur ce qu'ils ont vu, leurs impressions par rapport à ce qu'ils ont, comment dirais-je, ressenti, prendre de ce spectacle, qu'ils ont pu retenir de ce spectacle, bien, ils en discutent après. Ça peut être un concert, Catherine Perrin étant musicienne, et puis il y a d'autres animateurs aussi de Radio-Canada qui vont se joindre à elle pour
faire connaître encore une fois les arts et la culture aux nouveaux arrivants. Là, cette dimension-là du projet est suspendue à cause de la pandémie, mais on va trouver à l'automne d'autres moyens de contacter ces mêmes immigrants pour leur faire voir des spectacles autrement. C'est ça l'idée. C'est génial comme idée. Alors, moi, j'aimerais être tenue informée de ce qui se passe. Là. Je vais pouvoir le dire à Avec mes grand étudiants. plaisir, Sophie. Oui, oui, oui. Et dernière question, vous en avez parlé un peu là, pendant l'entrevue de vos projets. Alors là, les prochains projets, vous avez votre balado-diffusion qui arrive bientôt. Oui. C'est votre documentaire. Oui, oui, je reste malgré tout un documentariste. Hein. J'ai fait pour la radio une longue série sur les correspondants à Radio-Canada depuis 1937, depuis la fondation de Radio-Canada jusqu'à nos jours. Ça s'appelait Nos témoins sur la ligne de feu. J'avais fait ça pour la radio. Et là, pour la première fois, un balado. Je sais que c'est très écouté par les auditeurs. De plus en plus, c'est un moyen de communication qui est familier. Vous savez, les gens font du jogging, ils écoutent ça, ils se déplacent, et puis ça leur permet de s'isoler de tout et d'approfondir une affaire. Alors oui, il y a ce balado, je vous donne en primeur le titre, ça va s'appeler « Pour l'avoir vécu ». Et il va y avoir la crise d'octobre qui va être notre premier balado, Anne-Marie et moi. Et il y en aura d'autres après parce que nous avons vécu d'autres expériences dans l'histoire du Québec et du Canada, alors que nous allons traiter peut-être même des choses internationales. Alors, c'est le lancement d'une série de balados, là. Telle était la volonté de Radio-Canada. Alors, j'envisage ça avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y a la reprise de l'enseignement. Et ce qui n'est pas nécessairement facile, hein, Sophie, c'est-à-dire qu'ils vont nous obliger à suivre des cours. Avant de donner notre propre cours, il va falloir suivre des cours, dis-je bien, pour formater, si vous me pardonnez le barbarisme, pour formater notre cours de manière à ce qu'il soit adapté à la diffusion à distance. Alors, j'avais déjà fait des ajustements, il faudra que j'en fasse d'autres. Alors, ça va être exigeant, je pense bien. Alors, j'ai très hâte aux deux défis, là, retrouver des étudiants, même si c'est à distance, refaire le balado et puis recommencer à participer à des émissions, même si, encore une fois, c'est à distance. Un jour, ça va arrêter. Ils vont découvrir un vaccin. Parfait. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup. Merci pour votre générosité d'avoir participé à mon émission La Bibliothécaire. Alors, moi, je vais tenir informer mes auditeurs pour votre balado quand il va sortir cet automne. Et je vais vous souhaiter une bonne rentrée universitaire malgré la pandémie qu'on va espérer atténuer à ce moment-là. Maintenant, oui, atténuer, ce serait le bon mot. Oui, on espère que ça va être atténué puis qu'à un moment donné, on va pouvoir enseigner en direct et retrouver le contact avec les étudiants. Alors, à mon tour de vous remercier, de vous souhaiter bonne chance avec ce balado et la suite dans votre carrière aussi, Sophie. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci encore.